Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la naissance, le cerveau, toutes les cellules du cerveau sont déjà présentes. Mais les zones du cerveau ne sont pas encore myélinisées. La myéline est une gaine qui entoure tous les prolongements des cellules nerveuses, ce qui permet de fonctionner plus vite et de fonctionner vraiment. La myélinisation commence toujours au niveau du cerveau vestibulaire, c'est-à-dire au niveau du tronc cérébral, au niveau des zones vestibulaires, et va d'un côté vers le bas du corps jusqu'aux pieds, et en même temps, elle envahit les zones cérébrales qui se sont constituées après le vestibule. Voilà ça. À la naissance, seules les zones reptiliennes sont myélinisées. D'ailleurs, l'enfant, dans son berceau, a des attitudes de reptile. Pendant la première année, deuxième année, ce sont les zones mammifères. C'est à ce moment-là que l'enfant est capable d'émotions, de réactions émotionnelles. Puis après viendront les zones hominiennes avec les possibilités de parents. Je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure qu'un centre se myélinise, il devient capable de fonctionner. Je prendrai un exemple. Le centre qui permet d'explorer avec le bout de la langue, à un moment devient myélinisé. À ce moment-là, il faut qu'il soit sollicité, il faut qu'il s'exerce. C'est l'exercice même qui va lui permettre de se maturer beaucoup plus, finalement, d'avoir ses caractéristiques de fonctionnement propres. L'expérience traversée va s'inscrire dans sa manière de fonctionner. Exemple, si avec la langue j'explore, que j'explore en mettant ma langue dans une prise électrique, avec du 220 volts, mais quand même, j'ai un mouvement de recul qui va pouvoir s'inscrire dans le fonctionnement ultérieur de ma manière d'explorer. Parce que ça, c'est clair. Donc, c'est à travers les expériences que nous traversons que le fonctionnement des centres se précise, devient de plus en plus, se développe de plus en plus. Donc, il y a des périodes, ça c'est aussi important, où les centres deviennent suffisamment mûrs pour fonctionner. Ça commence la période sensible. Si, pendant cette période-là, les expériences se font, bien, le centre se constitue dans sa fonctionnalité. Si elles ne se font pas, par exemple, si on coud les yeux d'un petit chat à la naissance, donc les yeux sont les coudre les paupières, il ne voit plus. Les centres de la vision, n'étant pas sollicités, vont disparaître, s'étioler. Et quand on l'ouvre après 3-4 mois, eh bien, il ne verra plus. Il est trop tard. Donc, bien comprendre qu'il y a des zones, des périodes d'imprégnation. Ce qui ne veut pas dire que s'il y a déjà quand même une certaine imprégnation, elle ne peut pas continuer par après, mais l'impact des circonstances traversées est moindre. Première chose. Deuxième chose, l'ensemble des zones des centres nerveux arrivant à maturation, devenant fonctionnels, à un certain moment,
entretiennent des relations entre eux. Tout, à un certain moment, se généralise, se globalise, si bien qu'à un certain moment, toujours, la manière de fonctionner d'un centre, exemple l'exploration par la langue, peut être utile pour une autre partie du corps, utilisée par une autre partie du corps. C'est comme si on met 10 ordinateurs ensemble, il y a une globalisation, une généralisation qui fait que chacun des ordinateurs peut bénéficier de ce qui s'est développé dans un autre. Ce qui veut dire que si je suis dans l'obscurité, je tâte pour trouver l'interrupteur. Si on filme ça en infrarouge, peu importe, la manière de tâter va être exactement la même que celle que j'ai avec le bout de la langue pour tâter ce qui entoure. Si je vais à la piscine, je tâte pour sentir si l'eau n'est pas trop chaude ou trop froide. La manière, et si on filme la manière d'explorer l'eau, comme on filme la manière d'explorer l'interrupteur ou ma langue, vous avez 3 manières de faire qui sont exactement identiques. Donc le geste psychomoteur est exactement le même. Donc il y a une généralisation qui fait que chacun de nos gestes, de nos manières de faire, peut être utilisé dans un autre domaine du corps. Ça va? Si bien que quand vous entrez par la porte, ce qui est là, c'est le programme général. Alors les différentes actions que l'on peut percevoir, décrire, s'originent chacune probablement dans un centre différent qui au départ a une histoire particulière. Chacun de nous, pour chacune de nos actions, a une histoire particulière. C'est la globalisation que l'on voit dans une entrée de porte. Comme on verra la même réaction si on observe quelqu'un dans la manière dont il déjeune, ou dont il marche, ou peu importe. Vous voyez toujours les mêmes types de réactions. Est-ce que je m'explique bien? Ce qui veut dire c'est constitué à travers mon histoire une manière d'être au monde qui m'est personnelle. On appellera l'invariant, dans le sens où le ça de Freud, si vous voulez. Ce qui perdure, ce qui fait que je suis moi. Si je rentre et que je réagis totalement différemment que d'habitude, ma femme ne me reconnaît plus, non? Si on me fait une lobotomie, etc., on détruit pas mal de structures et de globalisation, on n'est plus le même. Donc ce qu'on va bien chercher toujours, c'est l'identité de la personne. C'est pas faire un diagnostic, il est schizophrène, c'est-à-dire des adjectivations, mais l'identité se voit dans la permanence d'être au monde. On va toujours chercher cette permanence. C'est cette permanence qui nous permet de réussir tout ce que nous faisons. Parfois, quand même, il y a des détails qui sont embêtants. Donc, c'est à travers les thérapies qu'il faudra changer le programme. Pas tout le programme, ce programme-là. Ok? Ceci est vrai déjà pour n'importe quel mammifère. Ce que je viens de dire n'est pas spécifique à l'homme. Je redis la même chose maintenant. Quand advient la parole, quand advient la parole, quand je peux m'exprimer, quand je peux communiquer, ça se passe. J'ai la notion d'espace à partir, donc, le loin, le près, à partir de l'expérience que mon corps me permet. Si je suis un enfant, sauf des noms, sans bras, je ne peux pas avoir l'expérience
de ce qui se passe à une distance de bras allongés, loin de mon corps. La distance de bulle ou la distance de sécurité, où on est maître, on peut intervenir, que vous avez prouvé hier ou avant-hier, dépend de la longueur de mon bras. Si j'ai donc un bras petit, la distance de sécurité va être différente. L'image que je vais me constituer de l'espace, on aura du temps, etc., est donc dépendante des possibilités corporelles de départ. Ça va? À un certain moment, pouvant parler, ayant expérimenté des choses, l'ayant vécu, ayant donc des concepts loin, près, vécus, pas encore dit, il suffira d'ajouter un mot, et toutes les langues peuvent ajouter des mots différents, sur ce qui est loin et ce qui est près. Dans la manière alors dont je vis les choses, dont j'utilise ces concepts, et dont je les nomme, va donc dépendre d'un vécu de généralisation de base qui s'est constitué à travers des expériences premières, comme je l'ai dit. Je veux dire encore la même chose. La manière dont je vais exprimer le monde va donc dépendre de mon expérience traversée. Si maintenant, dans l'expérience que je traverse, exemple, ma mère a des inquiétudes énormes quant à sa capacité d'être une bonne mère. Elle a toujours besoin de se rassurer d'être une bonne mère. Dès que je suis malade, dès que je suis difficile, au moins elle a la capacité, elle a la possibilité, elle peut vivre le fait qu'elle est quand même une bonne mère. Ça la rassure. Je vais m'expliquer. Oui. Moi qui connais ma mère, qui suis un mammifère, tous les mammifères ont besoin de l'attention des parents. Les crocodiles, les serpents, ils pondent des œufs, puis ils n'en ont pas. Les enfants n'ont rien à voir avec les parents. Nous sommes mammifères, nous avons besoin de l'intérêt des parents. Ce n'est pas une question psychologique, c'est vraiment biologique, c'est vital, c'est survivant. Pour survivre, je dois donc intéresser ma mère. Comment est-ce que je ferais bien? Je ne sais peut-être pas tout, je ne connais pas, mais je sens bien que si je lui permets d'être une bonne mère, en étant malade, en étant difficile, eh bien à ce moment-là, je sens et je vis, j'éprouve, je traverse une expérience où vraiment elle s'intéresse à moi. Je vais donc constituer une image du monde, une image de ma mère, comme quoi, pour qu'elle s'intéresse à moi, vive la maladie. C'est la voie royale de la survie. C'est la voie royale aussi de survie, d'être difficile. Parce qu'à ce moment-là, si ma mère est occupée, mon père est occupé à ses affaires, etc., il s'occupe. Il y a autre chose à faire que moi. La seule chose, c'est d'être difficile et de l'obliger à s'intéresser. Ou au contraire, si c'est très fort, il ne faut surtout pas déranger. Et bien alors, à ce moment-là, je vais devenir sage comme une image. Donc je vais constituer l'image du monde, donc le fantasme, le vécu profond, en fonction de ces expériences de survie. Et j'insiste, ce sont donc des inventions que j'ai dû constituer pour survivre. Mais maintenant, plus tard, pour moi, c'est évident, je dois être malade, ou je dois être infernal, ou je dois être monstrueux, ou je dois être tout ce que vous voulez, parce que c'est ça qui m'a permis de survivre. Et on tient beaucoup à ces fantasmes. On tient beaucoup à tout ce qui est immonde en nous. Et comme il ne faut pas dire, il faudra à un certain moment occulter ça. C'est une expérience de survie que j'ai traversée. Et donc, quand je suis adulte, je ne peux que remercier
ce fantasme-là, cette façon-là de faire, elle m'a permis de survivre. Et remercier à deux aspects. Je remercie des femmes d'ouvrage, je remercie des ouvriers. Vous m'avez bien servi, j'en ai plus besoin. C'est donc ça le processus qui sera thérapeutique. J'en ai plus besoin. Mais on ne sait pas quitter quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on ne connaît pas. Et faire des efforts, c'est absolument inutile. Deuxième chose. La troisième élément. J'ai expliqué, au départ, c'est sentir. Et donc je me représente le monde à moi-même, les animaux primitifs, dans la sensation. Puis parmi les sensations, certaines seulement, ce sont les perceptions. Chaque fois un manque et un gain. L'image mentale étant le troisième niveau de représentation. Et déjà dans la sensation, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui est moteur. Sensation a un fondement moteur. La perception aussi. L'image mentale aussi, elle n'est pas statique. Elle est une scène. Une scène, comme dit. Freud parle de l'autre scène. Le président, j'écris le président de l'Assemblée nationale de Bavière, qui dit, en ouvrant la séance est close. C'était ce gars-là. Quand même, si on se dit que derrière sa tête, il appelle l'autre scène, ça devait être inutile, ou il avait autre chose à faire, on peut comprendre. Donc c'est toujours l'autre scène qui est intéressante à comprendre. Si vous comprenez l'autre scène, c'est évident ce qui se passe. Hier, c'était intéressant. Je lance l'idée d'animal de boucherie et il me répond non, guillotine. Donc j'ai bien vu quelque chose. Je lance une idée, mais lui répond quelque chose qui va la préciser. Mais c'est une scène. Si vous avez vu hier, c'est pas simplement des images. Ce qui se passe dans la tête, c'est des scènes. Une fois qu'on a vu ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la communication que l'animal supérieur, le singe, va pouvoir avoir pour communiquer l'image qu'il a en tête, c'est de faire des gestes. S'il veut communiquer boire ou bien s'élaper, nous, ce sera faire ce geste-là. Quand je fais ce geste, ça n'est pas vrai que j'ai un verre, il n'y a pas d'eau, je ne bois pas. Et je fais le geste de boire. Donc je fais quelque chose qui est analogue et semblable au fait de boire. Le geste qui est simplement analogue, quand il est perçu par l'autre, dans la mesure où il a le même corps, les mêmes sensations, etc., il est comme moi, il peut saisir ce que je veux par là communiquer. Je m'explique bien. La communication se fait donc analogique. Chez nous, on va utiliser la parole. Je vais dire « je t'embrasse au téléphone », mais je n'embrasse pas quand même. Allez, je ne fais même pas de geste. La parole vient à la place du geste. Alors le geste représente l'idée que l'animal nous a en tête. La communication gestuelle est donc le 4e niveau de représentation. Ça va ? Quand j'utilise la parole, c'est un 5e niveau. Si je veux imprimer, lire, etc., ce sera un 6e niveau. Dans ces cascades, où il y a des pertes et chaque fois des gains, vous voyez comme on est loin de ce qui se passe dans la réalité extérieure.
on a des déformations tendres. Il reste maintenant une chose importante. Quand un animal a une scène mentale et qu'il la communique, il n'utilise pas encore la parole. Et pourtant, c'est déjà une scène complète avec des représentations complètes. Chomsky appellera celle-là la structure profonde de ce qui sera le langage. Et il dira que l'utilisation par les mots, l'utilisation que ce que nous entendons, ça, c'est ce qui vient en surface. Je vais répéter ça après. Et entre les deux, il y a toutes les transformations que nous utilisons avant de dire une chose, dans la mesure où cette chose-là est absolument inacceptable en société. Si moi, dans mon expérience d'enfance, plus je suis infernal, plus plus je rate, plus on va s'occuper de moi. Mon grand idéal de survie est de rater. Je ne vais quand même pas venir en vous dire, vous savez, moi, ce qui importe dans ma vie, ce qui est vraiment le support de toute ma vie, mon grand rêve dans toute ma vie, c'est de rater. Je ne peux pas faire ça. Alors, il y a tous des moyens, des transformations qu'on peut étudier, notamment en PNL, enfin, il y a plus que ça, de la transformation de ce qui est ma structure profonde, donc les images fantasmatiques profondes, avant de les communiquer par le langage. Je m'explique bien. Si je connais bien le type et comment se font les transformations, je peux reconnaître les transformations et de voir comment la personne peut occulter la scène profonde qui est en elle. Cette scène profonde étant d'ailleurs appelée l'inconscient. L'inconscient qui est le nôtre est simplement la conscience des animaux supérieurs. On appelle ça la conscience primaire. Et chez nous, et chez l'animal supérieur. Mais ça correspond à ce que Freud a décrit comme inconscient. Et l'inconscient fonctionne de manière analogique. Je ne vais pas répéter ça, mais les transformations dans le rêve, etc., sont des transformations de type analogique. Alors, en résumé, vous voyez comment se constitue une manière d'être au monde, comment finalement elle va s'exprimer dans un fantasme, dans une image, dans une scène plutôt, et comment il faudra absolument la transformer pour qu'on ne puisse pas reconnaître des choses innommables, inacceptables, qui sont en moi, mais qui sont des rêves de survie. Ça va? Je crois que... Je ne comprends pas cette partie de transformation. Comment on voit la transformation? Ce sont des déformations. Des déformations de langage. Par exemple, je dis « on ». Si la PNL s'en dans le corps aussi. Vous allez dire des choses qui sont contradictoires au corps. Pourquoi est-ce si urgent et important de ne pas manifester, de pas simplement exprimer ce que, par vos couches les plus profondes, manifeste clairement. C'est donc que c'est inacceptable socialement. Ça va? Maintenant, toutes les techniques de déformation, on pourra les aborder. Et quand je les reconnais, je me dis, ah, c'est pas ça, c'est ça qui est caché, c'est ça qui est reconnaissif, etc. Et vous retrouvez, c'est une recherche archéologique, la structure profonde, c'est-à-dire la scène mentale fondamentale. Ça va? Pas le moment maintenant, on aura tout le temps d'approfondir ça. Mais c'est simplement ce qui s'est passé hier soir. Quand on me dit des choses, il suffit d'être ferme, de dire non, c'est pas vrai.
Et puis alors, puisque j'ai dit non, que c'est pas grave de brûler ses enfants à la cigarette, je ne sais pas, n'importe quoi, je donne la permission de pouvoir vivre les choses innommables qui sont dans la personne. C'est ce que je m'explique. C'est dans la mesure où on peut le décrire, l'accepter, le trouver banal, ce qui est vrai d'ailleurs, qu'on donne la permission que les choses peuvent sortir. Ça va, hein? On refera ça.